Bonjour Gilles. Là, pardon. Mmh, Bonjour Gilles, comment vas-tu ce matin? toujours excellemment. Toujours excellent, toujours chic. On devrait mettre plus de cravates, on a l'air de gauchistes maintenant, pas mettre de cravates et des vestes avec des t-shirts. Mais bon, c'est moderne, comme on dit. Et Mais vous savez, la modernité, elle est représentée par nos dirigeants européens qui ont choisi, heu, des postures, des allures dont on voit aujourd'hui toute la toxicité. alors on va en parler. Donc ce week-end, depuis vendredi, s'est tenue la célèbre et fameuse conférence de Munich sur la sécurité. Donc c'est un moment de rassemblement international où on vient parler de sécurité mondiale. On se souviendra de la très célèbre conférence de Munich sur la sécurité de 2007, où on avait vu le tournant russe, où Poutine avait délivré un discours. Euh, D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à le lire, parce que ce qu'il a décrit à ce moment-là, eh bien, c'est très exactement ce qui s'est, ou quasiment ce qui s'est passé durant les 17 années qui ont suivi, c'est-à-dire la montée en tension entre l'Occident et la Russie, l'augmentation euh, euh, pardon, la naissance des BRICS, le refus des sanctions euh, imposées par l'Occident comme mode de régulation des relations internationales, et bien sûr le problème en Ukraine, puisque les Occidentaux voulaient faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. D'ailleurs, ce sera la conférence de l'OTAN de 2008, où euh, George Bush, malgré le fait que les Français n'étaient pas tellement d'accord à ce moment-là, a insisté pour qu'on mette dans le rapport final de ce sommet de l'OTAN de 2008 que la Géorgie et l'Ukraine pourraient rentrer dans euh, l'OTAN. Et là, à Munich, on a eu explosion sur explosion, avec en particulier le discours du ministre des Affaires étrangères, euh, pardon, du ministre de la Défense américain qui a dit que bon, les Européens pourraient aussi bien aller envoyer des troupes en Ukraine, mais que ça ne concernait pas les États-Unis, que s'ils étaient attaqués, ça ne tomberait pas sous l'article 5 de l'OTAN. Alors déjà, c'était un choc, c'était vendredi. Mais alors samedi, Vance, le vice-président des États-Unis, a lui déclaré que le problème n'était pas la Russie, le problème c'était les commissaires européens qui combattaient, qui étaient contre la liberté d'expression, qui avaient annulé une élection en Roumanie, scandale total et aggravé pour les Européens par un rendez-vous bilatéral entre les délégations russes et les délégations américaines. Selon vous, Gilles Casanova, en fait, malgré l'hystérie qui agite nos Européens, nos dirigeants européens, c'est en fait un retour, selon vous, à la normalité. La normalité, c'est que on négocie avec l'ennemi pour arrêter la guerre. L'idée complètement stupide et infantile qu'on ne peut négocier qu'avec des amis ne mène nulle part. C'est une affaire d'enfants de 4 ans ou de 5 ans. Dès 6 ans, on comprend cela. Mais visiblement, les dirigeants de l'Union européenne confient dans l'idée qu'ils sont le camp du bien, confient dans leur bien-pensance, n'arrivent pas à comprendre l'idée que la négociation, c'est avec l'adversaire, et donc l'adversaire, quand on est en guerre, c'est l'ennemi. Donc, si on ne veut jamais négocier avec les gens avec qui on n'est pas d'accord, on ne négocie pas. On est juste un totalitaire qui veut imposer sa force comme n'importe quelle Ursula von der Leyen, mais le problème, c'est qu'il est plus facile d'interdire la liberté d'expression aux citoyens européens que d'imposer sa force dans le monde lorsqu'on est une malheureuse qui ne dispose pas du moindre porte-avions. Et Alors, d'ailleurs, là, vous avez parfaitement raison, que,
au moment de la guerre froide, donc l'affrontement de bloc contre bloc, d'idéologie contre idéologie, au moment où Brejnev était au pouvoir, il y avait 10 fois plus de canaux de discussion entre l'Occident, spécifiquement les États-Unis, et l'URSS. Le Alors, téléphone les moyens rouge technologiques étaient moins bons que maintenant. le téléphone rouge permettait à tout instant un échange entre le président des États-Unis et le président de l'Union soviétique. À tout instant, jour et nuit, le téléphone rouge existait et permettait cet échange, et croyez bien qu'il a fonctionné très régulièrement. Il est tout à fait naturel que, comme et cela s'est passé hier, le, le ministre des Affaires étrangères américain prenne son téléphone et Mmh. appelle le ministre des Affaires étrangères russe. C'est parfaitement normal. C'est le contraire, c'est-à-dire l'interdiction de cela pendant des années, qui était une affreuse, un affreux fourvoiement. Comment peut-on considérer qu'il est possible de gérer le monde en ne parlant jamais qu'aux gens qui sont dans le camp du bien, en sachant que le camp du mal est toujours plus grand? Non, c'est exactement comme l'idée du cordon sanitaire en Allemagne, comme l'idée des castors qui font barrage en France. Depuis qu'on s'interdit dans l'intelligentsia politique française de parler au Rassemblement national, au Front national, de répondre aux questions qu'ils posent et même d'accepter que leurs électeurs soient représentés, ils sont passés de 2,35 à environ 40%. Eh bien, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Si vous refusez de parler à celui qui n'est pas d'accord avec vous, eh bien, c'est la preuve que vous n'êtes pas capable de lui répondre. C'est la preuve que c'est lui qui a raison. Et donc, progressivement, va s'imposer le point de vue de celui qui est votre adversaire. Et on le voit bien là avec l'Union européenne qui a mené une campagne déchaînée contre Donald Trump pour qu'il ne soit pas élu, et qui a refusé de parler à Poutine, qui a monté des sanctions de plus en plus folles qui l'ont puni de plus en plus fortement elle-même, eh bien maintenant, il se trouve devant un Vladimir Poutine qui n'a pas plus de sympathie pour eux que la semaine dernière, et devant un Donald Trump qui n'a aucune raison de ne pas leur faire payer la campagne débridée qu'ils ont menée contre lui pendant l'élection présidentielle américaine. Parce que là, il y a eu une véritable ingérence. Il nous raconte que quand Vance vient dire aux dirigeants européens, tiens, vous devriez faire quelque chose de bien, écoutez les citoyens européens à travers leur vote, à travers leurs choix. Alors ça, c'est une ingérence affreuse. Le ministre des Affaires étrangères françaises dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est? C'est la fin du monde. Non, non, c'est un homme politique qui se permet de faire remarquer que lorsqu'on écoute les citoyens de son propre pays, le pays se porte mieux. Ça nous dit une chose, Vance et Trump savent pourquoi ils ont été élus, ils savent par qui ils ont été élus et pourquoi faire. Et ils le font. On peut trouver que c'est bien, on peut trouver que c'est pas bien, ça c'est la vie politique, mais au moins ils savent qui les a élus, ce que ne sait pas Ursula von der Leyen. Qui l'a mise là? Elle ne le sait pas, au fond. Hein. On ne le sait pas. Ou alors si, c'est l'État profond américain qui l'a mise là, et le complexe militaro-industriel américain. Voilà. Alors le problème, c'est que tout ça maintenant, c'est une grosse crise pour les Américains, et tous les Européens qui se sont mis dans la main euh, de Biden et de ses amis et qui ont mené jusqu'au bout la campagne de Kamala Harris se trouvent aujourd'hui dans la situation où ils ne peuvent pas se tourner vers les États-Unis pour avoir un soutien parce que c'est maintenant Trump le nouveau shérif, et ils ne peuvent pas se tourner vers leur peuple pour avoir un soutien parce qu'ils ont fait ça à l'inverse
de ce qu'attendait leur peuple, qui ne voulait ni la guerre, ni la ruine économique. Alors sur le premier point, je rappellerai ce que dit Jeffrey Sachs depuis maintenant plus de 3 ans, depuis décembre 2021, le dernier moment où les Russes ont proposé une négociation aux Américains, donc sous l'administration Biden. Donc Jeffrey Sachs, grande figure démocrate de gauche américaine, professeur d'économie très bien connu, qui a conseillé les présidents ukrainiens Kouchma ou les présidents russes Gorbatchev et Yeltsin, disait mais c'est folie que de ne pas discuter. C'est votre argument. Est-ce que toute personne censée parmi les géopoliticiens réalistes disait surtout si on n'est pas d'accord, c'est folie que de ne pas discuter. Alors là, on a un début de mise en branle de négociations entre les Russes et les Américains. Vladimir Poutine et Trump sont parlés, Lavrov et Rubio sont parlés, des délégations se rencontrent. Apparemment, maintenant, on a 2 délégations, une américaine, une russe, qui sont à Riyad pour mettre en place un futur sorte de sommet, de rencontre entre les 2 chefs d'État. Euh, euh, mais le camp occidental, c'est quand même un camp qui est un bloc derrière le commandement américain, où il y a l'OTAN, dont sont membres les Européens. Or là, il y a une crise, comme vous l'avez dit, il y a une crise grave. C'est-à-dire qu'à la sortie du sommet de Munich, hop, Emmanuel Macron convoque les Européens à un sorte de mini-sommet en parallèle à l'Élysée. Keir Starmer, le ministre ultra-belliciste britannique, lui annonce qu'il faut envoyer des troupes au sol en, en, en Ukraine. Madame von der Leyen dit qu'on ne peut pas. Bon, c'est pour ça que je mets ce que nous dit Hypatie, hein, c'est 1984, ainsi que Fred Krum. Il faut arriver à négocier par la force. Bon, arriver à la paix par la force, bon, c'est assez intéressant. C'est une nouvelle fois la guerre, c'est la paix, de George Orwell. Il y a une dissension très très grave. Alors, 2 questions dans cette situation. Première, comment les Occidentaux vont gérer cette dissension? Et question du point de vue russe, ceux qui sont assis au Kremlin, des négociations avec un bloc occidental où une partie veut discuter, on verra où ce que ça mènera, et l'autre partie qui veut continuer la guerre, ça va être compliqué de leur point de vue, j'imagine, de trouver un point d'accord. Tant que cette crise n'est pas réglée au sein du bloc occidental. 2 choses. Première chose, on est dans une crise inédite. Vous avez des marionnettes et un grand montreur qui tire les ficelles. Tout va bien. Et on change le montreur de manière imprévue. Et voilà que les marionnettes se révoltent en disant on préférait l'ancien montreur. Le problème, c'est que l'ancien montreur, il est parti. Et maintenant, il y a un nouveau montreur qui veut tirer sur les ficelles. Il a d'ailleurs pour cela liquidé USAID. Il est en train de reprendre en main la CIA parce qu'il veut tirer sur les ficelles des marionnettes. Mais les marionnettes, elles sont extrêmement embarrassées. D'abord, elles ne peuvent pas ouvertement dire le contraire de ce qu'elles ont dit jusqu'ici. Donc, elles sont obligées d'avoir une sorte de continuité et elles ne peuvent pas durablement refuser que le montreur tire leur ficelle. Donc c'est une crise parfaitement inédite. La solution, elle est simple. Le montreur changera de marionnette. C'est tout. Voilà, ça va prendre quelques semaines, quelques mois. Le montreur changera les marionnettes. Soyez-en sûrs, ce ne sont pas les marionnettes qui vont se révolter contre le montreur qui auront la peau du montreur. Alors bien sûr, les marionnettes parient sur l'assassinat de Trump et l'assassinat simultané de Vance. Bien sûr, c'est toujours possible. Ceci dit, il n'est pas certain qu'on puisse si facilement assassiner le président et son vice-président et ensuite faire accéder aux affaires quelqu'un qui soit dans le camp du bien. C'est quand même ça une grande difficulté. Mais on voit bien que nos marionnettes, elles parient sur l'assassinat conjoint de Trump et Vance. C'est la seule chose qui peut leur permettre de continuer leur affaire. Alors ensuite, il y a la chanson.
La chanson, ça fait partie de la vie, ça accompagne les moments agréables et les moments difficiles. Alors la chanson, c'est l'Europe, ou l'Union européenne pour être plus réaliste, va se lancer dans l'affrontement. Oui, et elle a une armée? Hein? Non. Euh, Madame von der Leyen, combien de porte-avions, combien de sous-marins, combien d'ogives nucléaires, combien de vecteurs combien de vecteurs hypersoniques? Zéro, zéro. Madame von der Leyen, elle a rien. Elle a été Mais ministre de la Défense d'Allemagne. Elle a été ministre de la Défense d'Allemagne et chassée après un scandale. Bah, à l'Union européenne, elle se porte mieux, les scandales se succèdent, on ne la chasse pas. Mais ceci dit, c'est pas ça qui va lui donner un chasse-peau. Monsieur Cazin, certes, mais est-ce que ces marionnettes ne font-elles pas là un spectacle auquel elles ne croient pas elles-mêmes, pour couvrir un autre objectif que la guerre en Ukraine sert depuis le début, à savoir la fédéralisation de l'Union européenne sur mon Dieu, nous, les Russes vont nous attaquer. Il y a ce processus de fédéralisation. Est-ce que justement, on entend, il faut une armée européenne, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on ait une seule tête qui décide, de créer une forme de panique et d'angoisse auprès des citoyens pour faire passer vite, 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 ou le plus vite possible, ce qui est déjà à l'œuvre, la fédéralisation de l'Union européenne. Est-ce que c'est pas ça leur objectif in fine? Oui, c'est assez difficile de faire le confinement cette fois-ci. C'était il y a 5 ans. Ils ont pris les gens par surprise. Là, ça va être un peu plus difficile, le confinement parce que Poutine attaque ou que Poutine et Trump attaquent, n'est-ce pas? Parce que la paix, c'est la guerre. Non, alors les Russes, la question précédente, que vont penser les Russes devant une telle situation? Moi, je crois que les Russes sont des gens pragmatiques. Heu, Mon expérience, d'avoir suivi, la vie publique depuis une cinquantaine d'années, c'est que les Russes regardent la réalité avec un très grand réalisme et pas du tout le lyrisme qu'ils mettent à boire de la vodka le samedi soir, pas du tout. Et ils voient en face d'eux une force imposante, celle des États-Unis d'Amérique. Ils voient en face d'eux des marionnettes agitées, qui sont les dirigeants de l'Union européenne. Mais, comme le dit, le vice-président américain à propos de Scholz: «De toute façon, il sera plus là dans quelques semaines, qu'est-ce que vous voulez que ce qu'il dit m'intéresse?» Bon, ce qui n'est pas le cas de la porte-parole de la Maison Blanche. Donc vous avez vu qu'hier, quand on lui a dit que Scholz voulait à tout prix être présent aux négociations, elle a dit: «Oui, éventuellement, il peut y être, mais sur le banc des accusés». Donc vous voyez clairement comment se dessinent les choses. Les Russes n'ont aucune envie de mettre un coin supplémentaire entre les Européens et les Américains, parce que cela conduira les Européens à être encore plus désagréables qu'ils ne sont. Et donc, les Russes vont laisser les Américains et les Européens se déchirer et ils vont négocier avec le seul qui a comme eux un très gros bâton, qui sont les États-Unis d'Amérique. Alors, Trump, quel est son raisonnement? Les Russes disposent de vecteurs hypersoniques que les Américains ne savent pas arrêter. Ils ont la capacité de faire des choses extraordinairement violentes, même sans charger ces vecteurs avec des ogives nucléaires. Donc, ce qui veut dire que chargé avec des ogives nucléaires, la guerre nucléaire est terminée en moins de 9 minutes. Trump comprend ça parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est pas le portefeuille d'une centaine de milliardaires qui se voient à Davos, c'est l'Amérique, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'Amérique, qui sont les États-Unis d'Amérique, un grand État d'Amérique du Nord. Et c'est ça qu'il défend. Et il pense que si il arrive à gagner du temps dans une négociation pour avoir la possibilité que les États-Unis d'Amérique aient la capacité d'arrêter ces vecteurs,
alors la négociation se fera sur d'autres bases. Aujourd'hui, Trump a l'air d'être un ami de Poutine parce qu'en réalité, Trump sait l'infériorité stratégique des États-Unis devant la Russie qui ne durera pas très longtemps. Et donc c'est pourquoi il se met dans une position de négociation qui a l'air extrêmement ouverte vis-à-vis de la Russie, parce qu'il lui faut gagner du temps. Pourtant, en marge, alors c'est passé beaucoup plus sous le radar. C'est-à-dire que les Américains, aussi bien le ministre de la Défense américain que Donald Trump, que Vance, ont aussi proféré des menaces à l'encontre de la Russie. Et ce qui est passé un petit peu sous le radar, c'est la rencontre entre la délégation américaine et la délégation biélorusse, où ils ont l'air de vouloir mettre un coin entre la Biélorussie et la Russie, comme ils l'avaient fait sous la première administration Trump, avec Mike Pompeo, qui était allé rencontrer Monsieur le président Loukachenko à Minsk, pour lui proposer bon, de lâcher un peu la Russie. On se souvient qu'il y avait eu derrière une sorte de révolution de couleur, rattrapée au dernier moment par les Russes. Pour entamer des négociations, ça se pose là quand même. Vous savez, dans une négociation, c'est pas exactement comme dans un mariage. Ça ne se termine pas par un baiser, par une nuit de noces. Dans une négociation, il y a les termes de la négociation et puis il y a en même temps les conditions matérielles sur le terrain et donc on essaye de renforcer sa main le plus possible. Vous voyez bien que Poutine fait dire des choses extrêmement agréables pour Donald Trump, mais les forces militaires américaines euh, en Ukraine, les forces militaires russes en Ukraine, elles continuent d'avancer avec une grande force et une grande détermination. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Vous savez, c'est pendant les négociations souvent que se déroulent les batailles les plus décisives. Hein. C'est pendant les négociations de Paris que le Viet Cong prend Saïgon. Oui, c'est un rappel très très important, très très juste. D'ailleurs, je ne retrouve pas pardon, dans le fil du chat, Watu Watu nous avait posé la question, est-ce que, j'ai retrouvé, voilà. Bonjour, est-ce que vous ne pensez pas que Trump va demander à Zelensky de faire des élections en Ukraine? Puisque les Russes, de manière fort maligne, utilisent ce prétexte un peu de mauvaise foi en jouant sur les décisions. Non, mais de mauvaise foi, et c'est vrai qu'ils ont raison. Mauvaise foi. Il faut être vraiment d'une grande bonté pour Zelensky pour considérer que c'est de la mauvaise foi de faire remarquer que son mandat est terminé et que son principal adversaire, il est en train d'essayer de le mettre en prison, de s'en débarrasser. Non, on Alors est vraiment pour expliquer à tout le en monde, face le problème. on est en face d'une attitude dictatoriale complètement folle qui ne s'appuie sur aucune légitimité populaire, contrairement à Trump et à Poutine. On est d'accord. J'avais expliqué la position russe, c'est on ne peut pas négocier quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas légitime et qui, lorsqu'il y aura un nouveau président légitime élu, pourrait dire mais tout ça a été négocié par quelqu'un d'illégitime, c'est caduc et nul. Donc c'est ça la position russe. Mais c'est la L'ex- position de toute personne raisonnable. Bien C'est sûr. pas russe, c'est juste raisonnable. Imaginez que nous soyons en 2027 et que Macron ait fait des manœuvres pour retarder l'élection et dise je suis toujours président. Ah, les partenaires de la France diraient oui, on négociera avec le prochain président. Alors en tout cas, ça semble être une pression faite par l'administration Trump à Zelensky. Mais Zelensky a l'air en roue libre parce que Trump lui a envoyé Bessent, son nouveau directeur du Trésor, pour négocier un accord sur les terres rares contre la continuation de l'aide américaine.
Zelensky l'a envoyé promener apparemment, et puis Zelensky à Munich a lui aussi pris la parole et il a dit il est évidemment pour lui hors de question qu'il y ait des élections. Et en même temps, Poroshenko, qui est poursuivi par Zelensky pour corruption, ce qui est tout à fait amusant, puisque Zelensky est aussi venu au pouvoir grâce à Poroshenko, qui fut le premier président de l'Ukraine et qui, comme il l'a dit, a camouflé, s'est servi de Minsk II pour armer l'Ukraine pour préparer une guerre avec la Russie. Poroshenko annonce qu'il y aura des élections en octobre. Qu'en est-il pour répondre à la question de Watu? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des élections organisées en Ukraine, quand et dans quelles conditions? Parce que tout cela a l'air très très chaotique. Et puis même, comment est-ce que l'Ukraine peut tenir en envoyant promener Donald Trump? Je ne suis pas sûr qu'il apprécie beaucoup l'attitude de Zelensky. Vous savez, la vie est précieuse, il ne faut pas la gaspiller. Et quand on est dans une guerre et quand on est une sorte de chef de guerre qui n'a plus personne pour le soutenir, on risque à un moment de se rendre compte que sa vie ne tient qu'à un fil. S'il ne veut pas faire d'élection, il prend le risque que plus personne ne le défendant, un fou va s'attaquer à lui avec une arme. Mais il a le soutien de Madame von der Leyen, elle va le protéger, non? C'est ce que je disais, personne. Eh bien, donc effectivement, ça laisse de la marge quand même du côté russe. Vous avez fort justement rappelé les négociations avec le Vietnam et les offensives menées par le Vietnam au moment des discussions, des négociations à Paris. Le temps qu'il y ait des discussions avec les Américains, qu'il y ait des élections en Ukraine, ça laisse quand même pas mal de marge aux Russes pour avancer et risquent d'en profiter pour avancer beaucoup. La question se pose en Ukraine, jusqu'où veulent aller les Russes? Est-ce qu'ils veulent tout prendre jusqu'au Dniepr plus Odessa? Et c'est la base de négociation, ou alors se contenteront-ils de moins? Ce que veulent les Russes, à mon sens, c'est neutraliser l'Ukraine. Ils n'ont pas envie d'embarquer à l'intérieur de la Fédération de Russie des territoires dans lesquels une part tout à fait significative de la population est, adhère aux thèses néo-nazies des amis de Zelensky et qu'on voit arborer des drapeaux de l'OTAN avec des drapeaux à croix gammée, hein, et des armes. Enfin, vous connaissez toutes ces photos de la division Azov et tout cela. Donc, les Russes n'ont absolument pas envie de mettre sur leur territoire des gens aussi toxiques. Ils ont envie que l'Ukraine soit neutralisée. On aurait dit finlandisée avant que la Finlande adhère à l'OTAN. Encore faudra-t-il que l'OTAN arrive à persister dans son être. Mais ils veulent neutraliser l'Ukraine. Et puis, les régions russophones qui ont choisi de rejoindre la Russie, la Crimée et les quelques autres dont ils ont fait des républiques populaires, c'est charmant d'ailleurs comme retour de la formule de république populaire, mais en tout cas, ça, là où ils sont, ils resteront, mais ils n'ont pas d'intention logique d'aller s'embarrasser du reste de l'Ukraine. Je crois qu'ils peuvent même accepter qu'un petit bout de l'Ukraine entre dans l'OTAN s'il est absorbé par la Pologne, ce qui fragilisera l'Allemagne, ce qui au fond ne déplaît pas aux Russes. Est-ce que l'OTAN est-ce que vous pensez que l'OTAN va survivre à cette crise? Si vous me demandez mon souhait, je pense que la dissolution du pacte de Varsovie aurait dû entraîner la dissolution de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Ça ne s'est pas fait et c'est le malheur du monde que ça ne se soit pas fait. Cette dissolution conjointe des deux pactes militaires aurait permis de remettre à zéro la situation et de construire une sécurité internationale et mondiale sur de meilleures bases. Le choix qui a été fait a été de dire le pacte de Varsovie est dissous, l'OTAN va s'étendre jusqu'au bout de la Terre. On voit bien que tout ça n'a conduit qu'à des guerres, à des millions
des centaines de milliers de morts, même peut-être des millions. Alors ça, c'est vraiment, tout à fait, dangereux et plus tôt l'OTAN sera dissous, plus tôt le monde se portera. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, si vous me demandez mon pronostic est que si Donald Trump arrive à se maintenir, à faire que J.D. Vance soit le président qui le suivra pendant 2 mandats, je pense qu'au bout de 12 ans, ils finiront par avoir la peau de l'OTAN et que ce sera un grand bien pour le monde. Mais ça n'est pas aussi immédiat. Ces organisations, elles ont toutes sortes d'affidés aux États-Unis et en Europe, toutes sortes de gens qui tiennent leur salaire, leur vie, leur représentativité, leur capacité à aller dîner en ville, comme disait Charles de Gaulle à propos de tous ces Français qui sont passés dans la collaboration pour pouvoir continuer à dîner en ville. En 1940, de Gaulle a écrit des choses définitives là-dessus. Eh bien, ces gens-là, ils auront besoin d'aller dîner en ville. Pour l'instant, l'OTAN leur permet de le faire. Si l'OTAN disparaissait, ce serait terrible. Et on peut quand même imaginer que Donald Trump n'a pas besoin de collectionner les ennemis à un tel niveau, à un tel degré. Alors, à nouveau, je vais vous poser une question un peu de pronostic et de boule de cristal. Bien évidemment, vous n'êtes pas astrologue, mais néanmoins, que pensez-vous? Cette crise a des répercussions très fortes en Europe, elle en aura encore plus. Il y a des élections dans 6 jours en Allemagne, hein, le 23 février. Hier, il y a eu un débat sur la chaîne allemande ZDF, où le candidat de la droite, qui aurait potentiellement pu passer éventuellement, avec beaucoup de si, un accord avec l'AfD, a dit à la candidate de l'AfD: «Non, nous ne sommes pas neutres, nous sommes engagés pour la victoire de l'Ukraine». L'actuelle ministre des Affaires étrangères allemande, elle, faisant partie de ceux qui sont les plus bellicistes, l'écologiste, hein, a dit qu'il fallait frapper dans la profondeur de la Russie massivement. Keir Starmer, lui, se met en tenue comme Zelensky militaire et parle d'envoyer des troupes en Ukraine. Alors, on a bien compris ce que vous en pensez dans la réalité des choses, car ils n'ont pas les forces qu'ils prétendent avoir. Mais est-ce que tous ces gouvernements ne risquent pas de tomber Oui. rapidement? Vous savez, à un moment, la vérité des prix finit toujours par apparaître. On ne peut pas s'opposer aussi durablement à son peuple et penser que ça va fonctionner. À partir du moment où le fort protecteur américain qui leur permettait de s'opposer à leur peuple avec une force tout à fait considérable, a changé et leur dit vous devriez écouter votre peuple, on est là devant une nouvelle donne. Alors le débat auquel vous faites allusion pour les élections allemandes, bon, il a un côté il 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 a un côté ridicule parce que vous comprenez bien que tous ces gens essaient de s'agiter pour attirer leurs électeurs aux urnes. Le système, allemand électoral fait que chaque voix compte. À partir du moment où on a dépassé 5, on va être représenté proportionnellement au parlement. Donc, l'enjeu, c'est de faire venir ses partisans. Donc, c'est de leur raconter n'importe quoi pour qu'ils sortent voter pour vous, hein. Donc, chacun ne parlait qu'à ses propres partisans. Personne n'avait le sentiment qu'il s'engageait en quoi que ce soit pour l'avenir de l'Allemagne ou pour l'avenir même de sa propre formation politique. Il s'agissait de les faire venir voter. Et on verra la semaine prochaine qui a réussi à en faire venir le plus. Mais c'est quelque chose auquel il faut accorder aucun crédit particulier. Il faut rapprocher ça du discours de François Mitterrand euh, à Épinay
Celui qui ne veut pas la rupture avec le capitalisme, la façon dont on rompra, c'est une discussion. Mais celui qui ne veut pas la rupture avec le capitalisme, celui-là, il n'a pas sa place au Parti socialiste. Voilà. Hein. Et ça produit le septennat de Mitterrand, les deux septennats de Mitterrand, et ça produit le Parti socialiste d'aujourd'hui, qui est sur une ligne de rupture totale avec le capitalisme. Vous avez noté, Georges, c'est quelque chose quand même qui vous frappe Très, très clairement. tous les jours. Pour lutter contre le capitalisme, ils ont fait passer le budget de François Bayrou, qui est un peu gauchiste, mais enfin, bon, c'est un anticapitaliste convaincu, une sorte de Poutou, il a presque le même accent. Oui, on est très clairement sur le lancement de la reconstruction de la 4e internationale. Il y a aucun En absolument plus aucun dur, en plus dur. en plus dur, oui, vous avez raison, oui. Mais donc, on est là dans une partie de la démocratie telle qu'elle fonctionne en Occident, qui est le moment démagogique. L'élection comporte un moment démagogique et ceux qui ne veulent pas y participer deviennent simplement des témoins. Ils portent témoignage. Quelqu'un qui dit la vérité dans une campagne électorale présidentielle française et quelqu'un qui porte témoignage. Et quelqu'un qui tient un discours qui va faire rencontrer euh, ses intentions et un narratif qui est très au-delà du réalisme, alors il a ses chances. C'est une difficulté de la démocratie que d'avoir ce moment de démagogie. Concernant, les négociations, Vous voulez être candidat à la présidentielle, il faut vous préparer. bien reçu, chef. Quand, Je ne quand suis plus montreur de marionnettes. Hein. quant aux négociations, qui recommencent, en tout cas, la reprise de parole entre, les États-Unis et la Russie, vous l'avez dit, on l'a dit, c'est une bonne chose en soi et dans l'absolu. On en avait parlé avec vous, je crois, la semaine dernière, et c'est important de le rappeler parce qu'il y a pas grand monde regarde ce qui se passe avec un regard acéré et ample. Bien évidemment, la discussion à Riyad ne va pas concerner que la ligne de démarcation en Ukraine. Il y a énormément d'enjeux, de discussions, et on ne peut pas mettre de côté le troisième acteur d'un futur nouveau Yalta, si on peut s'exprimer ainsi, à savoir la Chine, avec laquelle la Russie est pour le moment fortement et semble-t-il durablement alliée. On sait que Trump est lui un partisan de la ligne Kissinger, donc le souhait que la Russie ne soit pas alliée avec la Chine. Il y a le Groenland, il y a le dollar, la relation avec les BRICS. Euh, le retour de la discussion va porter sur des sujets en fait bien plus vastes que l'Ukraine. L'Ukraine, a priori, sera un sujet secondaire, circonstanciel, à des décisions plus vastes, non? D'abord, le président américain proposera certainement aux Russes de réintégrer l'ensemble des mécanismes SWIFT, c'est-à-dire des mécanismes d'échange de monnaie et d'avoir à l'échelle internationale, dont certains imbéciles européens ont réussi, avec leurs protecteurs américains, à faire sortir la Russie. Ce qui a donné un élan aux BRICS pour remplacer le dollar par un panier de monnaie ou appuyé sur l'or éventuellement, qui est aujourd'hui le principal danger pour l'économie américaine. Donc, Trump, il a là un véritable enjeu qui est pour lui plus important que l'Ukraine, qui est gardons le dollar comme monnaie internationale de référence. Et pour garder le dollar comme monnaie internationale de référence, il faut arriver à créer une brume à l'intérieur des BRICS. Et le premier élément pour faire cela, c'est de faire le plus grand nombre de protestations d'amour à la Russie
et le plus grand nombre de critiques véhémentes à la Chine, de façon à ce que la Russie s'éloigne de la Chine. Et il y a une difficulté là-dedans qui empêche la Russie de s'éloigner de la Chine, c'est une bande de nains de jardin qui veulent mettre le feu au jardin en Europe. Et c'est pourquoi ils les détestent avec une telle intensité. Parce que tant que ces gens-là vont crier que la question n'est pas que Poutine attaque la France, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, la question c'est la date à laquelle il va l'attaquer. On dit des dignitaires européens cette semaine. C'est la seule question, on ne sait pas encore la date. Mais lui, il le sait, bien entendu. Donc tant qu'ils tiennent ce genre de discours, Poutine est totalement adossé à la Chine, et pour Trump, c'est un malheur absolument total. Donc il faut qu'il se débarrasse des nains de jardin, enfin, ceux qui sont à ses yeux des nains de jardin, qui l'empêchent de faire sa grande stratégie. Alors du coup, il en rajoute sur les protestations d'amour pour Poutine et sur les discours un peu secs à l'égard des Chinois, mais son ambition, c'est de faire un Yalta à trois, les Chinois, les Russes et les Américains. Sa vision des choses, j'ai essayé de l'exprimer depuis quelques mois, avant même qu'il soit élu. Sa vision des choses, c'est qu'il y a un monde multipolaire auquel on ne peut pas échapper. En revanche, si les États-Unis d'Amérique sont le pôle dominant, parce qu'ils fonctionnent bien, parce qu'ils imposent à leurs alliés leur impérium, parce qu'ils imposent au monde leur manière de faire, alors ils ne sont plus l'hégémon total, mais au moins sont-ils la force principale dans un monde diversifié avec lequel, par les moyens de la diplomatie et non par la moraline à la manière des woke démocrates et de Bruxelles, par les moyens de la démocratie, en réunissant régulièrement les Chinois, les Russes et les Américains, on tient ensemble un monde multipolaire dans lequel on constatera à chaque réunion combien l'Amérique est plus forte parce qu'elle a élu un président qui correspond à la volonté des citoyens, parce que celui-ci a une politique qui correspond aux intérêts stratégiques de son pays. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit implicitement? Il dit Poutine défend les intérêts de la Russie, Xi défend les intérêts de la Chine, et moi je défends maintenant les intérêts des États-Unis d'Amérique, ce qui n'était pas le cas de mes prédécesseurs, qui défendaient les intérêts d'une bande de milliardaires qui se réunissaient à Davos. Moyennant quoi, les États-Unis s'enfonçaient et le système des BRICS avec les Russes et les Chinois était constamment renforcé par ce dispositif. Donc, il voudra une sorte de Yalta à trois, et il voudra le faire régulièrement parce que il pense que sa politique de mettre fin à la globalisation financière, c'est-à-dire le retour des écluses entre les grandes zones économiques du monde, écluses sous forme de droits de douane, va permettre aux États-Unis, aux autres aussi bien sûr, mais aux États-Unis de reconstituer leur industrie, de reconstituer le tissu de leur société, la cohésion sociale de leur société, cohésion sociale qui est décisive si on veut dominer le monde. Croire qu'on peut dominer le monde avec une bande de bobos et d'universitaires démocrates qui rencontrent des bobos et des universitaires bruxellois à Davos, c'est une illusion toxique, pense Trump, qui probablement voit clair. C'est extrêmement intéressant ce que vous nous dites. C'est une toute autre perspective que ce qu'on entend en général sur nos médias. Et ça montre que les États-Unis, c'est pour ça qu'on vous invite, parce que Et voilà, c'est ça. messieurs, et Et pince sans rire. c'était pour tenir la chronique de Jardin, c'était
tenir la chronique des nains de jardin, n'importe qui à LCI peut le faire. C'est bon ça, la chronique. On devrait faire une émission avec la chronique des nains de jardin. Ce serait un très bon titre. En les réduisant en taille, ce serait très, très rigolo, en mettant leur voix un petit peu en nasillarde. Voilà une bonne idée. En tout cas, vous nous donnez à voir là encore une fois, sous un autre angle, que Donald Trump, derrière, ses aspects, derrière ses aspects, un peu guignolesques, un peu punk, un peu original dans la communication, pourrait-on dire, a en fait une vision stratégique, très, très, heu, puissante, intelligente, avec des étapes pour parvenir à ce que vous avez décrit. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il l'a dit, hein, comme Vance, l'acceptation du fait que le monde est multipolaire, mais être dans la meilleure position possible dans ce monde multipolaire. Et vous Mais ça savez, montre aussi, oui, exactement comme un avion de chasse a des bombes et des leurres, Trump a des bombes et des leurres. mais encore une fois, son problème, c'est, comme vous l'avez souligné tout à l'heure sur l'Ukraine, c'est ces nains de jardin européens qui, eux, quand même étant censément dans son camp, en tout cas étant ses vassaux, ont l'air de ne pas comprendre ce qui se passe dans le monde, tournent en rond comme des canards sans tête, euh, disent tout et n'importe quoi. Euh, Encore une fois, euh, ça va être très compliqué parce que ça demande d'abord, aux États-Unis, vous avez vu comme c'est étendu, hein, le changement de pouvoir. On a quand même une élite politique qui n'est pas du tout d'accord avec cette vision que vous présentez, qui était néoconservatrice, mêlée au woke et qui voulait le maintien de l'hégémonie américaine. Euh, c'est quand même l'ensemble et le gros de la classe politique européenne, médiatique et intellectuelle qui pense comme ça. Euh, Non, donc, actuellement, de ceux qui sont au non, pouvoir, ils pensent que, non, c'est-à-dire non quoi? ils pensent comme on leur a dit de penser. Oui, mais à Et force maintenant, de on va leur dire de répéter penser. le mantra pendant 30 ans, bon, Et ça rentre. maintenant, on va leur dire de penser autre chose. Non, non, le montreur de marionnettes montre les marionnettes. Je vous assure. Alors, Trump, ça l'ennuie parce que ses nains de jardin sont dans son jardin et lui pourrissent les fleurs. Mais euh, il faut comprendre que dans l'Empire américain, les colonies sont dirigées par des marionnettes. C'est la règle. Aucun empire ne peut tenir si ses colonies ne sont pas tenues par des marionnettes. Prenons un cas. Dites-moi quel grand dirigeant européen n'est pas Young Leader of America? Il n'y en a pas. Et quand vous êtes Young Leader of America, vous avez passé 6 mois aux États-Unis, 6 mois d'un stage intensif mené et organisé par la CIA. Après, vous revenez dans votre pays, vous devenez dirigeant de votre pays, vous êtes un Young Leader of America qui dirige la France, bon, qui dirige l'Italie, qui dirige l'Allemagne, qui dirige la Grande-Bretagne. Bon, ça, c'est le fonctionnement normal d'un empire. Normal. Il faut comprendre qu'il n'y a aucun complot là-dedans. Un empire, ça fonctionne comme ça. On sélectionne les dirigeants des colonies, on les forme, et puis après, on leur donne suffisamment de moyens intellectuels, culturels, financiers, médiatiques pour devenir les dirigeants dans leur propre pays. Alors, soit ils ont de grandes qualités et ils arrivent à comprendre ce que veut le peuple dans leur pays et ils se maintiennent dans un équilibre habile entre l'empire et la nation. Regardez par exemple, que dit François Mitterrand quand son ministre de la Défense vient lui dire que la guerre dans le Golfe, c'est une mauvaise idée stratégiquement pour le monde, pour le Golfe, pour la France et même pour les États-Unis, ce que l'histoire a prouvé. Et, et il lui répond, mais vous savez, il faut choisir. On peut se battre contre les États-Unis, on peut se battre contre la droite. Moi, mon combat, c'est de lutter contre la droite. Je ne peux pas tout faire.
Et donc, il entraînera la France dans la guerre du Golfe, au nom du fait qu'il lutte contre la droite. Vous avez bien compris que comment ce mécanisme fonctionne. Alors, vous avez de temps en temps un gars qui est là, qui arrive, qui n'est pas Young Leader of America. En général, on le remarque tout de suite par sa grande stature, pas seulement physique, mais par sa grande stature politique. Vous en avez un en France, comme ça, Charles de Gaulle. Voilà, Charles de Gaulle. Il n'est pas Young Leader of America et il n'a pas souhaité l'être et ils n'ont pas souhaité qu'il le fût. Donc, en dehors de ça, ces gens, maintenant, on va leur dire qu'il faut penser autrement. Alors, ils vont demander un délai. Probablement, on va leur dire que les générations s'usent avec leur programme, comme disait un Russe qui a fait de la politique il y a maintenant un siècle. Et on va les changer. Mais dans le même cadre de l'Empire, car Trump n'a aucune intention de reculer en quoi que ce soit sur la force impériale des États-Unis en Europe. Pour lui, l'Europe, c'est chez lui, et il va remplacer les dirigeants européens par d'autres plus malins qui auront l'oreille de Washington et l'oreille de leur peuple en même temps. Mais c'est ça qui va se passer. Ne croyez pas qu'il va y avoir durablement une sorte de troisième voie mondiale, n'est-ce pas? Comme il y avait eu cet essai du temps de la guerre froide de trouver à Bandung la troisième voie. Non, Van der Leyen ne sera pas une sorte de reine de Bandung installée rue de la Loi à Bruxelles. Non, non, ça ne se fera pas, ça n'arrivera pas. On se demande pourquoi M. Casanova n'est pas invité à C'est dans l'air. Vous venez d'en avoir la démonstration. Tout le monde avait bien compris cela. Alors, une question subsidiaire. Est-ce que cette situation où, pour reprendre votre formule amusante, le chef, le marionnettiste, doit remettre de l'ordre dans ses nains de jardin, avec ses nains de jardin européens, est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour ceux qui défendent la souveraineté, eh bien, de tenter de la reconquérir pour leur pays? Je pense bien évidemment spécifiquement à la France. Peut-être êtes-vous celui que Elon Musk va choisir pour le patronner pour la prochaine présidentielle. Je crois qu'il a, il vise des gens plus conservateurs, non? Il me semble. Il a l'air plus intéressé par Vous d'autres pensez qu'Elon domaines. Musk est, si vous pensez qu'Elon Musk est un conservateur, vous faites peut-être une erreur d'analyse. Ça dépend des sujets sur lesquels, C'est c'est mais pas, sur certains aspects, il est. c'est pas un conservateur. Vous pouvez dire que c'est un agité, mais pas un conservateur. Un conservateur, il veut justement conserver. Lui, il veut tout casser. Alors vous pouvez dire, il n'est pas dans la veine du mouvement ouvrier européen, ce n'est pas la gauche telle que Jean Jaurès la voyait. Absolument. Il n'a même aucun point commun avec tout cela. Mais c'est pas pour autant parce qu'il n'est pas un social-démocrate comme on l'était il y a 140 ans qu'il est un conservateur. Oui, mais des gens qui souhaiteraient changer les vassaux qui ne comprennent pas la réorientation de l'Empire ne seraient pas très contents d'avoir des dirigeants, en particulier d'une puissance nucléaire, parce que quand même la France est une des rares puissances nucléaires avec des vecteurs sous-marins, qui reprennent une position gaulliste au niveau international, c'est-à-dire une France quand Non, même partiellement autonome. ne croyez pas ça. Trump a besoin de gens qui disent, comme Vance et lui, que chaque nation doit défendre sa nation, son patriotisme. Alors, ensuite, que le patriotisme bien compris des États européens soit de faire ce que Trump dit, c'est aussi ce que pense Trump. Mais il demande aux dirigeants politiques un,
narratif, on dirait en anglais un storytelling, qui soit de dire qu'ils défendent leur pays, leur peuple, leur nation. Car il a compris que le seul moyen pour que son empire soit fort, c'est que les dirigeants de l'empire, pays par pays, s'appuient sur leur population. Hein, c'est presque comme s'il avait lu Stéphane Rosès, s'appuient sur leur population et pas soit en opposition avec eux. Il a quand même des gens qui lui lisent les sondages européens et les Européens, ils élisent des gens et quelques mois plus tard, il les voue aux gémonies. Et donc, ça ne permet pas d'avoir un empire qui est une grande force. Alors, évidemment, précédemment, les gens qu'ils élisaient avaient été en général choisis à Washington. Maintenant, Washington ayant changé de maître, ce sont des gens qui sont extrêmement mal vus à Washington. Mais ça ne change pas la donne. Il n'a pas envie de mettre des gens qui soient détestés par leur population parce que ce qu'il souhaite, c'est un empire qui ait une cohésion. Et il pense que la cohésion de l'empire, elle tient dans le fait que les populations sont en cohésion avec les dirigeants et que les dirigeants sont en cohésion avec les milliardaires et pas les milliardaires à Davos et les peuples ailleurs. Une question du chat par CJ Ecofait. À votre avis, M. Poutine et son gouvernement ont-ils en fait les mains libres et le soutien total de leur opinion publique ou doit-il composer avec les faucons pour gérer la fin de la guerre, si fin il y a? Euh, Vladimir Poutine, contrairement à ce qu'on raconte, pas seulement sur LCI, mais dans la plupart des médias ici, n'est pas un foudre de guerre qui veut à tout prix plus de guerre, envahir l'Europe, envahir la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Au contraire, c'est quelqu'un de très raisonnable, de très raisonné, de très modéré. Et il ne se résout à l'utilisation des armes que quand il a la conviction qu'il n'y a plus aucun autre moyen d'assurer la survie de son État et de sa nation. Et il est, depuis le début des événements en Ukraine, c'est-à-dire depuis 2014, soumis à la pression des faucons qui représentent une part importante de l'opinion et qui veulent vraiment l'affrontement en Ukraine avec les Occidentaux. Il a réussi à résister depuis 11 ans. Il me semble que maintenant qu'arrive une éclaircie, il lui est plus facile de résister aux durs qui sont la seule opposition un peu consistante qu'il a dans le pays, je ne parle pas des marionnettes de Voice of America que malheureusement Elon Musk va éteindre, pas les marionnettes, Voice of America, c'est pareil. Et je crois qu'il sait la gérer, je crois que ça fait aussi partie des conditions de la négociation pour lui. Il va dire à Trump, vous voyez, mais moi j'ai quand même 35% de mon opinion publique qui veut la guerre totale, donc il faut m'aider si on veut faire la paix. C'est vraiment très intéressant, euh, cette vision. Mais écoutez, Gilles Casanova, voilà, j'ai mis en exergue Courbe qui dit une analyse fantastique. Merci, monsieur Casanova. Encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires très positifs. D'ailleurs, je n'arrive pas à suivre. Mais je ne suis pas voyant extra-lucide. Ce n'est pas parce qu'il y a 40 ans, à mon arrivée à Europe 1, on m'a donné le bureau de Madame Soleil que j'ai hérité de ses capacités de voyance. Non, justement, ce n'est pas en tant qu'astrologue que nous vous invitons, mais plutôt en tant qu'une personne qui a une longue expérience et qui sait voir la réalité et sait trier les événements, l'écume des jours pour voir quels sont les courants profonds. Et c'est pour ça que c'est très intéressant et que vous êtes plébiscité sur notre petite chaîne qui grandit, Fréquence Populaire, puisque nous avons passé ce week-end
la barre des 70 000 abonnés. Donc, on a une montée en flèche, on a du mal à suivre, mais on va continuer sur cette lancée. Donc, 70 000 abonnés. Je vous rappelle que l'objectif, c'est 100 000 d'ici le mois de mai, ce qui va nous permettre de basculer à un peu plus de professionnalisme sans rien changer à notre manière de voir les choses et de tenter de peser dans le débat public en apportant un éclairage très différent et des propositions très différentes. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Gilles pour tout ce que vous partagez avec nous, vos analyses. Voilà. Et encore Marco qui nous écrit pourquoi ça ne marche pas. Allons bon. Je voulais mettre celui-là. Merci à Monsieur Casanova, c'est toujours très bien avec des explications pertinentes et beaucoup d'humour aussi. L'humour est important. L'humour, je n'ai pas remarqué, mais il est sûrement involontaire. Très, très sûrement. Ou alors le ridicule de certains. La description de la réalité peut parfois faire rire. Oui, on n'en a pas parlé, mais un ministre allemand était à Munich et a pleuré en disant à la tribune que s'il y avait un accord de paix, ça veut dire que Poutine ne serait pas poursuivi en justice et qu'il ne pouvait pas vivre dans un monde comme celui-là. J'avoue que c'était assez hilarant de la part d'un soi-disant chef d'État. On est quand même chez les fous, comme disait l'autre. Merci Watu Watu, bien mérité, et pour l'équipe. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Alors bien sûr, tous les commentaires que vous faites ici, mais de commenter sur nos différents réseaux sociaux.